Le roi du Sachsenring a encore frappé, les choses ont terriblement mal tourné entre KTM et Viñales et le MotoGP selon moi doit sévir plus lourdement. Comme d'habitude avec cette vidéo on va parler de plusieurs sujets liés à l'actualité mais tout d'abord on va commencer par un rapide débrief de cette course du dimanche de la catégorie Rennes. On attendait un grand week-end de Marc Marquez et on l'a eu, l'Espagnol est parti de la pole position, il a gagné la sprint, gagné la course du dimanche et je pense que cette photo où on le voit avec cette couronne en plastique gonflable représente quand même bien le fait que l'Espagnol est clairement le roi ici en Allemagne. Le plus de pole position, le plus de victoires pour lui sur ce circuit, c'est... je pense quand même un moment fort de cette saison. C'est vrai que la première partie de saison qui s'est conclue avec ce week-end allemand a été très compliquée pour Marc Marquez. Mais depuis cette opération qu'il a pu avoir après sa chute lors du Grand Prix de France, il revient de plus en plus. Et c'est aussi le cas du point de vue comptable au championnat du monde. Il était à plus de 100 points et il gratte et maintenant il est à moins de 20 points du leader du championnat du monde. C'est quand même assez aberrant ce qui s'est passé dans cette fin de première partie de saison. Marquez a tapé tout simplement un très grand coup et c'est toujours très bien pour le spectacle et surtout pour le championnat du monde. En parlant justement de ce championnat du monde, bien évidemment qu'on va aussi revenir sur une nouvelle fois une grosse chute de Marco Bezzecchi. Assen a été compliqué pour lui et c'est une nouvelle fois le cas ici en Allemagne. Marco Bezzecchi a chuté lors des qualifications, il s'est blessé, il s'est fracturé la clavicule gauche précisément. Petite news par rapport justement à lui, il a été opéré avec succès et maintenant on espère le retrouver pour le Grand Prix de Grande-Bretagne qui, je rappelle, sera le premier Grand Prix pour la deuxième partie de saison. C'est assez particulier aussi à quel point ça a dégénéré pour Marco Bezzecchi. Rendez-vous compte quand... quelques mois, quelques semaines, quelques week-ends de MotoGP, on est passé d'un pilote qui faisait que gagner le dimanche. Alors oui, c'est vrai qu'il y avait souvent des couacs lors des courses sprint, mais quand même, Bezzecchi était dominant, presque même surdominant le dimanche. Et là, en quelques semaines, on a l'impression que tout s'est écroulé autour de lui. Alors attention, Bezzecchi, il n'est pas non plus complètement largué, il n'est pas à 100 points. Il peut revenir, il peut regagner, retaper fort, reprendre possiblement les rênes de ce championnat. C'est pas impossible, ça reste le MotoGP. Et comme ce que l'on a pu voir là dans cette fin de première partie de saison, il peut bien évidemment y avoir des rebondissements. Mais ouais, c'est quand même un sacré coup dur et... quand on pense souvent au côté psychologique de ces pilotes professionnels, c'est Marc Marquez aussi qui a dit que les gens ne se rendaient pas compte à quel point cette première partie de saison avait été dure psychologiquement. Je pense que là, justement, ce que traverse en ce moment Marco Bezzecchi, ça doit être vraiment très compliqué. Parlons maintenant d'un autre pilote Aprilia, deuxième au championnat du monde, à moins de 20 points, deuxième lors de cette course du dimanche, à environ 2 secondes du vainqueur, Ai Ogura. Le japonais est aussi sur une pente ascendante qui est assez exceptionnelle. Parce que Ogura, ça n'a jamais été exceptionnel sur ce circuit du Sachsenring. Le week-end n'a pas démarré de la meilleure des manières pour lui, c'était pas catastrophique, mais on sentait qu'il en manquait un petit peu. Et à la fin de la course du dimanche, il est à 2 secondes du roi, une nouvelle fois, du Sachsenring. Ça démontre quand même sa vitesse et sa capacité. Surtout qu'en plus... l'Aprilia était moins dominante par rapport aux conditions, par rapport peut-être aussi à la piste. On a pu quand même voir que la Ducati avait un petit quelque chose en plus ici en Allemagne. Donc, au vu de tout ça, ce qu'a réalisé pour moi Ogura est un sacré coup. Et une nouvelle fois, ça nous démontre qu'il joue véritablement ce championnat du monde. C'est dingue, c'est tout simplement dingue. En tout cas, celui qui a quand même aussi pris pas mal de points au championnat du monde, c'est Jorge Martin. Alors c'était pas non plus son meilleur week-end. Lui aussi, la journée du vendredi a été compliquée. On pouvait peut-être imaginer qu'il allait perdre pas mal de points. Et finalement, je trouve quand même que Martin, il a bien réagi, il a terminé 5ème. Alors il a annoncé que lors de la journée du samedi, justement, il s'est calé sur les réglages des pilotes satellites. Parce que lui, il était un petit peu paumé par rapport à ce qu'ils avaient fait à la fin de la journée du vendredi. Et c'est quand même intéressant une nouvelle fois que chez Aprilia aujourd'hui les pilotes satellites
draine un petit peu les pilotes usines avec les difficultés, par exemple de Bezzecchi, mais aussi techniquement un peu de Jorge Martin. Faut pas oublier que la saison dernière a été compliquée pour Martin et il manque d'informations sur cette Aprilia. Et peut-être que du coup, oui, on sait des autres pilotes qui peuvent progresser plus rapidement, qui sont peut-être aussi dans une situation un peu plus favorable et qui trouvent une meilleure direction. Mais Martin fait quand même, du point de vue comptable, une nouvelle belle opération. Il réalise un week-end correct, prend de bons points au championnat du monde. C'est vraiment cool parce qu'on a quand même un championnat où plusieurs pilotes peuvent véritablement se battre. On a évidemment Marco Bezzecchi quand même, il y a Marc Marquez comme on a pu le dire, il y a Ogura, il y a Jorge Martin. Je pense qu'on peut aussi bien sûr parler de Di Antonio, même si là, il y a eu un couac ce dimanche. Et c'est quand même génial. Peu de sports mécaniques nous donnent un championnat aussi serré avec autant de têtes d'affiche. Alors après, c'est vrai, je vous donne plusieurs noms, mais j'oublie quelqu'un, parce qu'il est sur le podium ce dimanche, il était sur le podium le week-end dernier. C'est Raúl Fernandez, 3ème de cette course, qui complète le podium. Il est, et il ne faut pas non plus l'oublier, à 49 points du leader, il est aussi dans la course. Et ça veut dire quand même que les 4 pilotes Aprilia sont capables de jouer le championnat du monde. Et on l'a souvent dit, mais je le rappelle, Aprilia c'est le plus petit budget du championnat du monde MotoGP. Et ils sont capables d'avoir 4 pilotes qui jouent le titre avec cette moto exceptionnelle. C'est aussi quand même quelque chose de surprenant et de magique. Bon, Raúl Fernandez, j'avoue que j'ai pas ce petit quelque chose de plus avec lui, c'est pas un pilote qui me fait vibrer. Peut-être que ce sera lui le champion du monde à la fin de l'année, c'est pas impossible comme on a pu dire, mais je pense que je mets quand même plus une pièce chez Aprilia donc, sur un Jorge Martin ou un Ogura que Raúl Fernandez, mais ces derniers temps il enchaîne de très beaux résultats, il monte en puissance et il devrait aussi sécuriser son avenir en MotoGP, et j'ai envie de vous dire, tant mieux pour lui, il le mérite. Voilà donc ces quelques points que je voulais aborder pour cette course du dimanche. Si je devais donner une note, je dirais 12 sur 20. Voilà, si j'enlève l'affect que j'ai à Marc Marquez, bon, c'était pas le week-end le plus extraordinaire et c'était encore moins la course du dimanche la plus extraordinaire, mais il y a eu quand même des surprises, il y a eu quand même quelques petites bastons. Bon, voilà, on signe. Il y a eu clairement pire. Maintenant, je voulais parler de Pedro Acosta, parce qu'il y a eu une déclaration de la part d'Alingha. Je rappelle qu'Acosta a signé chez Ducati Usine pour l'année prochaine, et le quotidien Sport a demandé donc à d'Alingha quelle était la principale qualité d'Acosta. Alors on pourrait peut-être, je sais pas, parler de sa vitesse, de son talent, de son potentiel. Je pense qu'il y a plein de points qu'on pourrait évidemment aborder quand on parle d'Acosta. Et finalement, sa principale qualité qu'a donnée d'Alingha, elle est quand même assez surprenante. Didi d'Alingha, il a déclaré « Je pense qu'il respecte ses rivaux, à mon avis, plus que la plupart des autres pilotes. » Ça, c'est quand même, je trouve, assez surprenant. Surtout que je me rappelle l'année dernière, la petite polémique qu'il y avait eu justement par rapport à Acosta, qui avait titillé Marc Marquez. Bon, c'était vraiment un truc qui avait aucune importance. Mais il respecte ses rivaux. J'ai envie de vous dire, oui, sur le papier, oui, je pense qu'Acosta, il n'a pas peur de dire à quel point les autres pilotes sont forts. Je me rappelle encore une fois, pour parler de Marc Marquez, ses derniers propos, qui disaient que justement, il avait envie aussi d'être chez Ducati pour voir ce que ça allait donner d'être face à un pilote comme Marc Marquez sur la même moto. Donc évidemment qu'il y a un véritable respect de ses rivaux, mais maintenant est-ce que c'est véritablement sa plus grande qualité? Enfin je sais pas, moi je parlerais plus de son talent, parce que Pedro Acosta, pour moi c'est vraiment un pilote qui a un talent absolument énorme. Donc bon, voilà, c'était assez étonnant, assez surprenant, j'avais envie de vous en parler rapidement. En lien avec ce marché des transferts pour la saison 2027, je voulais parler aussi un peu des dernières déclarations de Jorge Martin qui est revenu sur le fait qu'il a signé officiellement chez Yamaha. Parce que évidemment que c'est un transfert qui fait pas mal parler. Martin, il a été chez Ducati, puis il a été chez Aprilia, deux constructeurs qui sont évidemment aujourd'hui quand même des constructeurs de premier plan. Et Yamaha, dans l'histoire du MotoGP, est évidemment un immense constructeur, mais ces dernières années, bon, on peut quand même pas dire que Yamaha tape très fort, et je pense qu'on peut même dire que le constructeur s'est cassé les dents plus d'une fois. Donc on peut évidemment émettre pas mal de doutes, et là-dessus Martin a déclaré pas mal de choses. Il a dit « Est-ce une erreur de signer avec Yamaha ? Quand j'ai signé avec Ducati, on me l'a dit, et j'ai remporté un titre de champion du monde. Toutes les décisions que je les prends parce que je pense qu'elles sont les meilleures pour moi et pour ma famille. Quand j'ai rejoint Ducati en MotoGP, tout le monde m'a dit que c'était une erreur et que je devais aller chez Yamaha, et j'ai remporté un titre de champion du monde. Quand j'ai signé avec Aprilia, tout le monde me disait que c'était une erreur, et je me bats
pour un titre de champion du monde. Et maintenant, tout le monde dira que c'est une erreur. Eh bien, on le verra dans le futur. On le sent un peu piquant, hein, Rory Martin. Moi, j'ai du mal à vraiment savoir quoi vous dire là-dessus. Martin, c'est un pilote de premier plan qui a ses failles aussi, mais ça reste aussi un pilote qui a énormément de talent, qui fera, je pense, du bien à Yamaha. Mais quand on voit qu'il y a eu quand même pas mal de tensions ces dernières années, des fois dans les équipes de Rory Martin, il y a eu des gestes d'humeur, mais il y a eu des fois aussi, évidemment, des couacs. Chez Yamaha, quand tu vois par exemple ce qui se passe cette année, je me dis quand même attention à la relation Rory Martin-Yamaha, ça pourrait aussi vite partir possiblement en cacahuète. Maintenant, et assez logiquement, ça va dépendre de la moto que va pondre Yamaha en 2027. Si la moto elle est exceptionnelle, je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Et peut-être que Rory Martin fera quelque chose d'extraordinaire, être capable de jouer une nouvelle fois le championnat du monde sur une autre moto. Mais si on se base sur des dynamiques, la dynamique actuelle de Yamaha, ça annonce pas grand chose de très très bon. Mais comme je vous l'ai dit assez souvent et assez régulièrement, je veux pas être totalement défaitiste, croisons les doigts et comme j'aime bien le dire, on verra bien. Avant de conclure cette vidéo par un sujet qui concerne KTM avec en ce moment quelque chose qui part complètement en cacahuète entre le constructeur autrichien et Maverick Vinales, je voulais parler de quelque chose qui est un petit peu plus sentimental, quelque chose qui me frustre depuis pas mal de week-ends et qui s'est une nouvelle fois mis en exergue après le week-end d'Assen et aussi lors de ce week-end du Sachsenring, le cas Franco Morbidelli. Si vous avez raté ça, à Assen, Morbidelli a été une nouvelle fois pénalisé parce qu'il a bloqué un pilote alors qu'il était encore en train de dormir sur la trajectoire. Il a été pénalisé de plusieurs places sur la grille de départ et ce fut une nouvelle fois le cas ici au Sachsenring où Franco Morbidelli lors de la practice a bloqué Pedro Acosta et il a été une nouvelle fois pénalisé de plusieurs places sur la grille. J'avais envie de parler de ça parce que je trouve que le MotoGP manque totalement de sévérité sur le cas de Franco Morbidelli. Alors, je tiens tout de suite à rappeler que je n'ai jamais été un total détracteur de Morbidelli. Surtout que, d'après ce que j'ai pu entendre ici et là, Morbidelli, l'homme, plus que donc le pilote, l'homme est apparemment quelqu'un de très sympathique, de très intéressant. Mais le pilote, ça commence pour moi à être trop limite. Morbidelli, ce qui me dérange dans ses actions, c'est à quel point il est récidiviste de cette situation où il en a rien à faire des autres sur la trajectoire. Et j'ai l'impression qu'on oublie aussi quand même un petit peu que plus que de faire perdre un chrono ou de faire perdre du temps au pilote derrière qui est bloqué, c'est que c'est surtout dangereux. Tu arrives à des centaines de kilomètres heure, tu arrives derrière, tu attaques, tu es dans une mentalité d'attaque, tu te donnes à fond, et tu as un mec qui est en train de faire sa meilleure sieste sur la trajectoire, c'est extrêmement dangereux. Et je trouve frustrant parce que je pense qu'avec le fait que Morbidelli est autant récidiviste, le MotoGP devrait, je pense aussi, le pénaliser beaucoup plus lourdement pour espérer que les choses changent. Parce que ce que l'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, Morbidelli, les pénalités de place sur la grille, il s'en fiche totalement et ça ne change absolument pas son caractère sur la piste et ça ne l'empêche absolument pas de gêner les autres. Alors attention, tout le monde fait des erreurs, d'autres pilotes ont aussi bloqué les autres pilotes, mais il y a quand même une grande différence entre des pilotes qui vraiment rarement et de temps en temps malheureusement bloquent un autre pilote et Morbidelli qui chaque année le fait un nombre de fois incalculable et là encore une fois il le fait à Assen, il est pénalisé, il le refait le week-end d'après. Je trouve ça dingue. Et le MotoGP met uniquement une pénalité de place sur la grille. Alors bon, oui, peut-être que ça embête un peu Morbidelli, mais j'ai l'impression pas assez suffisamment. Et moi surtout, ce qui me frustre, c'est ses réponses. C'est qu'à chaque fois, il dit « Non, mais j'étais rapide. » Là, il a dit, lors de la practice, « Non, mais j'attaquais, Mais attends, Morbidelli, tu te moques de nous, là, un petit peu quand même, On a vu la situation, on voit bien que t'attaques pas non plus à 200%. Et je m'en fiche un petit peu, ce comportement, je trouve que c'est pas très respectueux pour les pilotes qui perdent du temps, c'est pas très respectueux pour la catégorie, c'est pas très respectueux pour les spectateurs, et c'est pas très respectueux tout simplement pour la sécurité d'un point de vue général de la catégorie. Donc j'aurais aimé
déjà à Assen que le MotoGP frappe beaucoup plus fort en termes de pénalité sur Morbidelli. Déjà à Assen, je me suis fait la réflexion en disant non mais là c'est bon, ça fait tellement de fois, mais mettez une pénalité qui est vraiment très lourde. Maintenant, si je me trompe pas, c'est la première fois qu'il gênait un pilote en 2026. Donc bon, ok, on lui a mis une pénalité de place sur la grille, on respecte le règlement, ok. Mais là, une nouvelle fois il le fait, le week-end d'après, mais bon sang, moi je serais pour, alors peut-être que c'est trop, hein, vous me donnerez votre avis en commentaire, peut-être que ça partagera ce sujet, mais selon moi, on devrait mettre un race ban plutôt, avec un meilleur accent. Donc, le pénaliser d'une course. Ça veut dire que là, il rebloque quelqu'un, bon bah tu cours pas le dimanche. Voilà. Et peut-être que ça va enfin, je sais pas, changer un peu la donne. Marco Bezzecchi a fait un geste d'humeur très moche lors du week-end de Brno, c'est vrai. Il a mis une claque à un commissaire et ça dépasse le cadre sportif. Et il a eu un race ban. Je pense que c'était une très bonne pénalité et c'était donc mérité. Et bah moi je pense, même si c'est évidemment dans un autre contexte, on reste dans le contexte sportif, évidemment que c'est pas la même chose, mais pour moi, Morbidelli, il met en danger les autres pilotes. Son comportement qui fait qu'il est récidiviste et ce sentiment qui prend un petit peu tout ça de haut, selon moi, on devrait taper quand même plus fort sur la table. Et je ne comprends pas que le MotoGP laisse, entre guillemets, passer ça avec des sanctions que je trouve trop légères, même si bien évidemment qu'elles suivent le règlement. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Pour conclure, on revient donc sur ce clash entre un constructeur et son pilote, entre KTM et Maverick Viñales. Et ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle une ancienne situation entre justement le même pilote, Viñales, et son ancien constructeur Yamaha. Quand Viñales avait, je suis désolé, pété les plombs et avait essayé de saboter sa moto et donc son moteur, ça avait été quelque chose de totalement lunaire. Après, il était donc parti chez Aprilia. Ça s'est pas non plus très bien passé chez Aprilia, sans non plus parler de quelque chose de catastrophique. Et là, chez KTM, ces derniers temps, ça va vraiment très mal. Alors, on a appris qu'apparemment, déjà, Maverick Viñales avait reçu un contrat de la part de KTM. Et puis, finalement, KTM a décidé de mettre de côté ce contrat, ce qui a énormément frustré l'Espagnol. Et dans ses dernières déclarations, on comprend bien que la relation est totalement rompue. Il a déclaré « Je ne parlerai plus avec KTM. Je crois que la semaine dernière a marqué la fin de l'histoire. Les projets futurs, je ne sais pas. Je pense avoir fait tout ce qui était possible avec cette moto. Évidemment, il pourrait y avoir de bonnes opportunités ou pas. Je ne sais pas. Je ne les cherche même pas. Peut-être que j'aimerais courir et profiter des courses, mais en ce moment, je ne cherche rien. Je cherche juste des vacances. Fantastique. En parlant de ce fameux contrat qu'il avait apparemment signé, il dit « Quoi qu'il en soit, j'allais à l'encontre de mes propres intérêts, mais j'avais signé. Pourtant, 2 semaines plus tard, ils m'ont dit que ce n'était pas valide. Que peut-on attendre d'une situation pareille ? Je ne veux pas rester ici. Ils m'ont roulé dans la farine. C'est pour ça que je me sens exclu du monde de la moto. » Et on a pu le voir lors de cette course du dimanche, un Viñales mais complètement aux antipodes du niveau du pilote qu'il est. Alors qu'il y a encore un an à peu près, il était un pilote qui menait KTM au sommet quand même, alors pas à la victoire, mais il mettait cette KTM aux avant-postes. Il était à un moment le meilleur pilote KTM, et puis il y a eu une blessure, ça s'est même compliqué justement sur ce circuit du Sachsenring, l'année dernière donc. Et là, tout malheureusement s'est cassé la gueule, cette blessure, il n'arrive pas totalement à se remettre, et surtout cette énorme fracture entre le constructeur et lui. Et surtout, on a l'impression qu'une nouvelle fois, KTM a géré la situation d'une manière un peu moyenne. Et on sait, on a pu déjà le voir par le passé, que KTM souvent gère ses contrats, gère ses pilotes. Pas toujours d'une manière très humaine. Et justement, Pete Beirer est revenu sur cette situation. Je rappelle que c'est le boss du projet MotoGP de KTM. Il a déclaré « Nous lui avons dit, il y aura une place pour vous. Mais nous ne pouvons pas vous dire où ni quoi. » Mais il semble qu'il ait sous-estimé que cela pourrait aussi concerner l'équipe Tech 3. Je ne savais pas que ce n'était pas une option pour lui. Je tiens vraiment à protéger ce garçon. On parle ici du fait que s'il prend cette décision de quitter le MotoGP, cela pourrait signifier la fin de sa carrière de pilote. Il a tenu des propos trop durs. Cela ne nous pose aucun problème.
La place est libre, mais le temps presse. Ce n'est un secret pour personne que nous avions espéré, d'une manière ou d'une autre, qu'il devienne l'un des pilotes d'usine à l'avenir. Et donc l'été dernier, nous en avons discuté, nous avons ouvert cette porte et cette discussion. Mais il nous a dit « Ne vous inquiétez pas pour ma santé, je suis de retour grâce à Spielberg l'année dernière ». C'est là qu'il a fait son premier retour. Depuis, nous attendons, semaine après semaine, qu'il retrouve sa pleine forme. Il y a eu un moment où nous avons eu la chance de tenir Alex et Fabio, et à ce moment-là, Maverick était loin de nous montrer qu'il retrouverait sa forme d'antan. On n'aurait pas besoin d'un meilleur pilote que Maverick il y a un an juste ici, lorsqu'il a eu cette malheureuse chute sous la pluie. Mais à partir de là, les choses ont terriblement mal tourné, car plus tard, nous lui avons dit « Il y aura une place pour vous, mais nous ne pouvons pas vous dire où ni quoi ». Je ne souhaite pas vous dévoiler pour l'instant les détails du contrat, ni ce qui s'est passé, mais la situation est loin d'être drôle. Pete Beirer a aussi déclaré d'autres choses, mais là je pense que ce que je viens de vous lire suffit à la bonne compréhension de la situation. Globalement, KTM avec Pete Beirer, ils essaient de défendre leur situation, et de l'autre côté, on a un Maverick Viñales, lui qui est frustré et qui attaque plutôt le constructeur autrichien. C'est malheureux, j'ai envie de dire, pour Viñales, parce que après ce qu'il a vécu dans sa fin de relation avec Yamaha, la situation qui n'a pas été facile non plus sportivement chez Aprilia, c'était un grand moment, je trouve, de voir voilà, ce sursaut, ce rebondissement quand même avec KTM, de retrouver voilà, un Viñales capable de jouer devant. Et Maverick, c'est quand même un pilote qui a été plus d'une fois vainqueur, un pilote qui a essayé de jouer des championnats du monde. Je ne vais pas vous dire que c'est un pilote de total premier plan, mais ça reste quand même un bon pilote. Et quand tu vois là à quel point ça a totalement dégringolé et à quel point on est en train voilà, d'arriver en enfer en ce moment avec KTM, c'est dur. Surtout qu'il reste encore une demi-saison. Et si Viñales continue comme ça, psychologiquement, j'ai du mal à le voir envisager de continuer cette deuxième partie de saison. Là, on a pu voir justement qu'il a abandonné la course du Sachsenring. Alors, les raisons, on peut en trouver plusieurs. Est-ce que physiquement, il n'est pas totalement bien? Est-ce que justement, psychologiquement, il a lâché? Il était dernier lors de cette course. Il était moins rapide, par exemple, que le pilote remplaçant Cal Crutchlow. C'est alarmant, bien évidemment. Physiquement, psychologiquement, sportivement. Donc, bon. KTM n'a jamais fait dans la tendresse avec ses pilotes. Donc, bon, les déclarations de Pete Beirer, moi, je prends ça avec des pincettes. Maintenant, Viñales, c'est pas non plus aussi le pilote le plus simple à gérer. Il y a aussi une situation où il faut bien admettre que, oui, Viñales, il espérait revenir plus vite dans une meilleure condition physique. Les week-ends passent et malheureusement, Viñales, il est toujours pas totalement remis. Les résultats sont toujours pas vraiment exceptionnels. Donc, on peut aussi se mettre à la place de KTM, même si la situation, elle est peut-être pas très bien gérée. On peut aussi se dire, oui, sur le marché des transferts, il y a des pilotes qui sont aussi très bons, qui ont aussi un bon potentiel. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la question et ce que vous en pensez. J'ai envie de vous dire, c'est aussi le haut niveau, c'est aussi le genre de choses qui arrivent. Il y a des très belles histoires et des fois aussi malheureusement des histoires bien moins reluisantes. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.